Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'univers des sciences, dans la série Les tribulations des inventeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du métier d'inventeur de 1800 à 2007 avec Pierre-Gilles de Gennes. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas déjà, qu'il est prix Nobel de physique 91 et physicien. Pierre-Gilles de Gennes, bonjour. Bonjour. Pierre-Gilles de Gennes, on imagine l'inventeur complètement isolé dans son laboratoire en train de faire... ou dans sa cuisine ou sur un coin de table en train de faire ses manips, fruit d'une réflexion théorique très poussée. Est-ce que c'est une bonne vision des choses ? Ouais, il y a eu une époque où en tout cas ils étaient très seuls. Et beaucoup des exemples que j'ai cités la dernière fois étaient des exemples de gens assez solitaires. Il y a eu une grande révolution qui se situe à peu près au moment de la guerre de 14, où des industries ont perçu l'importance de l'invention et ont créé des équipes de recherche. Et ça s'est fait à une échelle considérable. Par exemple, Dupont de Nemours crée une équipe de chimistes qui va inventer le nylon et les polyesters que nous avons dans nos textiles. Ou bien Bell Labs va créer des équipes qui, un peu plus tard, vont inventer le transistor qui est vraiment l'origine de tout notre système actuel de communication, d'électronique et d'informatique. Donc, ce système-là a été remarquable et il a prospéré, il a créé en fait toute la vie dans laquelle nous vivons couramment est dépendante des inventions qui ont eu lieu pendant ce système-là. C'était énorme. Seulement, ce que le public doit savoir, c'est que ça a basculé, ça n'est plus vrai maintenant. Il y a eu un mouvement économique vers les années 1980 où les actionnaires ont pris le pouvoir dans la gestion des grandes compagnies. Et de nos jours, ça n'est plus le président même de Total ou quelque chose comme ça qui décide vraiment de sa politique. Ce sont les actionnaires. Or, il se trouve que du point de vue des inventions et de la recherche, les actionnaires ont un intérêt très limité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir revendre leurs actions 3 ans plus tard avec un bénéfice significatif. Donc, toute recherche qui est faite avec un objectif très court, moins de 3 ans, est encouragée. Mais toute recherche qui implique une réflexion à long terme, un changement complet des méthodes, n'est pas acceptée. De ce point de vue-là, il y a un bouleversement très, très inquiétant. Alors, il ne faut pas être totalement pessimiste. Il y a des contre-mesures. Et en fait, je crois qu'on peut en citer 2 qui sont principales. Il y en a une qui est les petites compagnies start-up, où quelques jeunes se groupent pour essayer de développer une idée qu'ils ont, essayent de trouver des capitaux et de survivre. Je vais vous citer là aussi un exemple. Quand j'étais à physique et chimie, nous avions un jeune élève qui s'appelait Joël Blomet. Et Joël, malheureusement, entrant dans notre école, s'est trouvé perdre son père. Il y avait une petite entreprise familiale qui était centrée sur un vieux produit, une espèce de godet en verre bleu qui permettait de se soigner l'œil quand on avait quelque chose dans l'œil. Joël a eu le dilemme très dur, soit de reprendre l'entreprise et de laisser tomber ses études, soit de garder ses études, et il voyait bien que l'entreprise allait sombrer très rapidement. Heureusement, il nous en a parlé, et on a réussi à faire une cote mal taillée. Il a suivi quelques cours majeurs de notre école, mais en même temps, il a recréé une entreprise nouvelle à partir de l'ancienne. Et du fait qu'il avait acquis avec nous une certaine culture en chimie et aussi peut-être une certaine culture en biologie, il a réussi à établir une collaboration étroite avec des chimistes et des médecins pour trouver des produits qui soignent certaines agressions de l'œil. Le soin usuel qu'on trouve dans les labos, dans les pièces qui sont autour de nous, c'est qu'on va sous la douche si on s'est mis quelque chose dans l'œil. Et dans beaucoup de cas, dans 90% des cas, ça résout le problème. Mais il y a des cas où ça ne le résout pas, où ça peut même le rendre pire. Donc il faut trouver des contre-mesures. Et Joël, en quelques années, a trouvé des contre-mesures et a pris un marché européen sur ce domaine, puis le marché américain. En plus, je dirais que de nos jours, une grande fierté que j'ai à son sujet, c'est qu'il est le coordinateur et l'auteur central d'un gros livre sur les agressions de l'œil qui regroupe des médecins, des chimistes,
et des utilisateurs. Et ce livre, c'est son œuvre d'une certaine façon. Donc dans ce cas, la start-up non seulement a bien vécu du point de vue du bénéfice, mais elle a été vraiment utile à la société. C'est des cas très satisfaisants. En combien de temps, lui, il a percé? Eh bien, il a mis 10-15 ans et il a eu des moments très difficiles. Il y a un moment, il avait plus d'argent. On lui a nommé un administrateur judiciaire, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Heureusement, il avait énormément de dynamisme. Il a retrouvé de l'argent et son administrateur judiciaire est devenu son directeur financier, quelque chose comme ça. Ça montre la vitalité avec laquelle ça vit. Et actuellement, Joël s'occupe de tas de problèmes de lutte antiterroriste, de lutte contre des gaz toxiques, des choses comme ça.